décrire rapidement le principe idéal. Comme vous savez, évidemment, on n'y arrivera jamais, mais bon, ça serait de faire une formation et à l'arrivée d'imposer que les artisans qui sont venus, ils prennent un tuteur, un artisan qui sait faire dans la région, qui va venir sur le premier chantier. Ils ont vu dans les formations, ils ont vu deux, trois techniques, ou quatre ou cinq, peu importe. Et le premier chantier où ils peuvent l'appliquer, ils payent le bonhomme en question, qui vient sur le chantier et qui fait la façade avec eux. Et là, ils ont validé la technique pour leur savoir-faire d'entreprise. Parce qu'ils seront passés à l'échelle 1 d'abord. En plus, ils auront été toute l'équipe, même si c'est un petit artisan avec 2-3 ouvriers, ils auront tous vu et écouté ce que dit le formateur, alors que si c'est en formation, il n'y en a qu'un qui est allé. Et ils auront tous compris un petit peu différemment. Et à l'arrivée, quand ils vont le refaire seul, s'il y en a un qui fait une bêtise, l'autre va lui dire non, c'est pas ça qu'il a dit, il faut faire comme ça. Donc à l'arrivée, ça sera passé dans la pratique du chantier, de l'entreprise. Mais ça suppose de mettre derrière la formation du tutorat et de faire ça en faisant la formation avant de lancer l'opération façade, ce qu'on fait quasiment jamais. Moi, j'ai même vu des cas où on lançait des formations, enfin les élus voulaient lancer des formations alors qu'ils étaient à la fin de l'opération façade. Ça ne sert à rien. Bon, il n'y a pas une chance sur 1000 que ça serve à quelque chose, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que si on garde la cohérence entre les couleurs et les techniques et les matériaux, là, on peut rentrer à ce moment-là dans le fait de former des gens avec l'artisan le meilleur du coin qui va aller faire tuteur sur le chantier, sur les premiers chantiers chaque fois de chaque technique. Et là, ça sera passé dans les pratiques des artisans. Et comme il y a quand même quelques propriétaires qui sont prêts à payer ce que ça vaut en plus, ces artisans-là vont se démarquer et du coup, ils vont avoir du travail beaucoup plus régulièrement. On ne peut pas faire du travail comme il faut sur du bâti ancien à la marge, quoi. On ne peut pas le faire en faisant si c'est 10% du chiffre d'affaires. Autant pour les archis d'ailleurs que pour les ingénieurs, que pour les artisans. Il faut que le travail sur le bâti ancien, ça soit la majorité du temps et du chiffre d'affaires. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas du tout arriver à maîtriser les choses. Ou alors, il faut se tenir à une technique qu'on maîtrise. On ne fait que celle-là parce qu'on la maîtrise. Et puis, tant pis, c'est comme petite partie du chiffre d'affaires. Mais enfin, voilà, je vous dis peut-être des choses qui sont évidentes. Hein, mais c'est pour les remettre dans le contexte dans le contexte. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux techniques qu'on a vues? D'abord, un grand merci parce que c'est super rare de trouver un spécialiste là-dedans. Merci. Bon, après, moi, je pars de zéro. Je voudrais bien mettre des enduits chaud-chanvre un peu plus en œuvre dans le bâtiment, mais c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une super dynamique et ça va bien dans l'air du temps où on cherche la fraîcheur avec des parois perspirantes. Et bon, voilà. Un grand merci déjà. Franchement, si on a les bonnes raisons de s'y intéresser au départ, qui sont effectivement l'intérêt pour le bâti, la notion de perspirance évidente, bon, etc., on va déjà écarter tous les produits qui ne vont pas. Et là, on va avoir besoin de ces techniques-là. Et puis après, on a le plaisir de les mettre en œuvre. Après, hein. C'est autre chose. Oui, oui. Ça apporte de réelles solutions là où on a du mal à sortir du béton. Voilà. Donc, c'est bien. Il faut bâtir des solutions avec le passé parce qu'on a besoin de changer ce qu'il y a. C'est clair que c'est des techniques du passé et du futur, hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs, la technique d'après, je dirais, c'est tout ce qui est technique à base de terre crue. Là, moi, je ne suis pas compétent. Je les vois en pointillé, mais ce n'est pas mon domaine. Oui. Toujours d'ailleurs regretter de ne pas être dans une région où j'ai plus de matériaux, de murs en terre crue, parce que j'aurais aimé beaucoup travailler là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est génial. Voilà, et c'est vrai que là, je vois très peu, mais quelques artisans, qui étaient déjà des artisans de démarche écologique, hein, évidemment, et qui travaillent le plus possible à la terre crue. Même eux, ils diminuent le travail à la chaux. Ils font le plus possible de choses à la terre crue, et ça fonctionne. Alors évidemment, il faut qu'ils aient eu le temps d'apprivoiser le domaine, de le proposer où il faut, et pas le mettre où il ne faut pas, comme toujours. Mais c'est du savoir-faire, quoi. Hein. C'est de l'intérêt pour la chose. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que personnellement, sur la fin de mes dernières opérations façade, là, les artisans avec lesquels j'avais le plus de plaisir à travailler, alors c'était les quelques-uns traditionnels qui travaillaient déjà bien. Bon, ça c'était facile, mais il n'y en avait pas beaucoup, et surtout de moins en moins, parce qu'ils partaient à la retraite. Et puis les seuls nouveaux, c'était que des artisans qui travaillaient sur le bâti écologique. Parce qu'eux, ils avaient envie ils se posaient des questions, ils étaient intéressés. Je sais qu'une des façades que personnellement je trouve la mieux faite sur l'ODEV, le gars, il
Il avait fait des enduits quand même, mais il n'avait jamais vraiment fait ces techniques-là. Bon, on a fait une patine à la fin et tout. Il m'a appelé peut-être 10 fois pendant le chantier. La différence avec un autre artisan qui ne sait pas faire, c'est que l'autre, il ne sait pas faire. Il se dit, oula, si je l'appelle, il va savoir que je ne sais pas faire. Donc, je ne veux pas avoir l'air de ne pas savoir, donc je n'appelle pas. Donc, je fais un peu n'importe quoi, puis j'espère que ça passe. Lui, il n'avait aucun état d'âme parce qu'on était en confiance, en relation de confiance. Dès qu'il avait un petit point d'interrogation, il m'a donné un coup de fil. Je lui disais quand je savais, et tout a marché, quoi. Et jusqu'au bout, y compris des patines, y compris des filets, y compris l'enduit, donc évidemment, taloché propre, sans problème, finition chaud en pâte, enfin, etc., quoi. Tout ça pour dire que c'est vraiment dans la tête la moitié des problèmes. Et donc, si là, le gars est bloqué, bon, ben, ça reste bloqué, en gros. C'est presque impossible d'aller contre. Si quelqu'un n'a pas encore le savoir-faire, mais qu'il a l'intérêt, il y a déjà de quoi vraiment avancer petit à petit. Et bon, après, on va plus ou moins loin. Hein, ça dépend de si son intérêt est dur ou ça s'amplifie avec le plaisir qu'il trouve dans les premières étapes. Mais c'est faisable. La difficulté, c'est vraiment tous les pièges qu'on a. C'est l'industriel qui court-circuite tous les savoir-faire. Les opérations façades qu'on lance trop vite avant de poser des conditions claires sur le fait que s'ils n'ont pas fait la formation plus un tutorat, eh ben, ils n'auront pas le droit de faire des devis sur le secteur. Ça, un élu, il a du mal à l'assumer, quoi. Hein. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Après tout, pourquoi on donnerait à faire je sais pas, à quelqu'un qui n'a pas le savoir-faire le bon boulot qu'on veut? C'est pas logique. Et après tout, quand on lui propose de se former, on ne lui met pas une corde au cou. On lui dit, vous allez vous spécialiser et vous aurez quasiment presque des clients captifs, quoi. Vous aurez un marché qui va s'ouvrir d'office. Tout à fait. Les autres veulent s'y mettre, ils s'y mettront, mais vous aurez été le premier à y aller, donc vous serez forcément, si vous êtes intéressé, celui qui va en profiter le plus de l'opération. Mais il faut qu'il soit intéressé à la base. S'il ne l'est pas, s'il y va en se disant, ouais, peut-être que oui, mais peut-être que non, c'est pas la peine. Il faut déjà que ce soit un maçon basique, simple, enfin simple dans le sens où il sait faire les choses en façade de base, mais dans le sens de il sait faire l'enduit taloché propre et qu'il soit intéressé. À partir de là, on peut avancer. Donc, moi, je suis sur le sujet depuis un certain temps, donc en Haute-Marne, parce qu'on a beaucoup de maisons traditionnelles enduites à la chaux. Oui. Et effectivement, le CAUE est en partenariat sur une opération façade. Et le problème, comme vous dites, c'est quand même au niveau de l'artisanat, où nous, dans notre département, on en a un qui s'est formé sur les techniques à la chaux, chaux-chanvre, etc., qui est au top, et le reste, c'est un petit peu du mal, on a un peu du mal à trouver les bons maçons sur ces techniques-là. Et justement, j'ai fait un partenariat dernièrement avec la CAPED, donc Association des artisans, pour essayer de leur dire qu'il y a un marché très intéressant. Nous, vu qu'on est un patrimoine rural très conséquent, hein, des corps de ferme et compagnie là qui peuvent être achetés, et leur dire formez-vous. C'est ça le problème, c'est que ils font de la maçonnerie traditionnelle, mais sur maçonnerie ciment traditionnelle, mais ils font pas la maçonnerie à la chaux traditionnelle. Donc voilà la problématique. On est un peu confronté à ce manque de savoir-faire, ce que vous disiez, le vrai savoir-faire. Et pourtant, on a un potentiel travaux énorme aussi dans notre département. C'est pour ça que je pense qu'une des pistes, c'est vraiment de s'appuyer sur les gens qui ont une démarche écologique, parce que forcément, ils sont intéressés par ces techniques-là. Ils ont choisi de faire ça. Ils ont déjà des approches à terre crue, souvent, des choses qui font que le matériau, ils aiment bien le maîtriser, le comprendre. Et après, les autres, à eux de suivre ou pas, on s'en fout finalement. Ce qui compte, c'est qu'il faut mettre des systèmes en place qui soient sains, qui soient clairs, qui soient lisibles. Il faut déjà qu'il y ait un discours uniforme, parce que s'il y a un élu qui dit oui, effectivement, ils nous enquiquinent, mais bon, tant pis, je peux faire autrement, ça ne va pas. Il faut que les élus aussi soient convaincus qu'on a vraiment besoin de ce type de technique et qu'effectivement, ça fera l'arrivée des emplois en plus. Si je partais d'un endroit où je ne connais pas, j'irais voir déjà les marchands de matériaux écologiques. Ils ont déjà souvent le contact avec des artisans. Oui, je suis d'accord. Ils les voir qui... Bon, première chose. Là, on repère les artisans, du coup, qui ont cette démarche écologique. À la limite, vous leur proposez une réunion. Ils viennent à la réunion et vous leur dites, vous savez ou pas faire des enduits à la chaux, vous en avez sûrement fait un petit peu, ou ça vous intéresse. Parce que des fois, ça ne les intéresse pas plus de faire beaucoup de façades. Ils se régalent déjà à l'intérieur, donc ils en font parce que il faut faire la façade, il faut faire la maison complète, quoi. Mais au départ, ils sont déjà beaucoup de boulot avec le reste de la maison. Mais leur dire, si vous voulez aller plus loin, vous avez vraiment
tout un domaine qui s'ouvre parce qu'on va mettre en place une opération où celui qui ne sait pas faire, il ne pourra pas intervenir. Vous n'êtes pas loin, ou vous savez déjà faire, ou vous êtes intéressé, donc vous pourrez faire le pas pour y arriver. Le maçon traditionnel, s'il veut le faire, le pas, tant mieux. S'il ne veut pas le faire, tant pis, qu'il aille travailler sur les villas, hein, c'est pas grave. Mais qu'il ne vienne pas travailler sur les centres anciens où ils nous massacrent tout, quoi. Moi, je n'ai pas d'état d'âme, hein, parce que j'ai une très bonne relation avec les artisans. Dès qu'ils veulent faire bien ou qu'ils sont bons, c'est facile quand ils sont bons. Mais même quand ils ne sont pas forcément très bons, mais qui sont à l'écoute et qui sont intéressés par le patrimoine déjà. Savoir s'ils travaillent sur du vieux, comme ils disent, beaucoup ou qu'une fois par an, déjà c'est un indice, quoi, hein. Il y en a certains qui sont, même s'ils travaillent au ciment, travaillent beaucoup sur le vieux, sur le bâti ancien. Et donc, du coup, ils pourront faire le saut parce qu'ils ont dû se rendre compte quand même des fois. D'abord, ils ont observé des vieux enduits, ils ont vu comment le ciment réagissait dessus, ils ont vu plein de situations peut-être, on peut espérer, où la chaux hydraulique, déjà, ça marchait bien. Enfin, une chaux hydraulique, c'est déjà très résistant, quoi, presque trop des fois. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a moyen de leur faire sauter un pas, mais il faut qu'à l'arrivée, il y ait des règles claires. Moi, je constatais un truc simple, c'est que l'artisan le plus pointu, c'est celui qui va le plus souvent se former. Et l'autre, il ne veut pas y aller parce qu'il ne sait pas faire. Il se dit, si je vais me former, ça prouvera que je ne sais pas faire. C'est incroyable. Mais la dernière fois où j'ai fait une formation, pour finir de la boucler, pour qu'il y ait assez de monde pour pouvoir la faire, j'en ai parlé à des artisans que je connaissais qui étaient déjà bons, qui n'en avaient pas besoin, qui sont venus pour le plaisir de venir, parce qu'ils savent qu'eux, ils apprendront toujours quelque chose. Parce qu'un nouveau formateur, forcément, il y a un petit détail qui va dire que ça va faire un tilt. Parce qu'eux sont bons, ils seront capables de valoriser. Alors qu'à part ça, ça leur fait le trois quarts de ce qu'ils ont entendu, ils le savent déjà. Mais celui qui est venu du secteur, c'était le meilleur du secteur. Tous les autres, ils ne sont pas venus. Donc, je veux dire, c'est un cliché, mais c'est comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas d'autre solution que de mettre en place des systèmes clairs qui fassent que vous n'êtes pas formé, vous ne pourrez pas y aller. Bon, au début, ça peut paraître bizarre, mais si on leur donne le temps de se former devant, après tout, vous ne voulez pas y aller, tant pis pour vous. Et puis, qu'il y en ait quelques-uns, pas besoin qu'ils viennent de 100 km, hein. Des fois, peut-être que c'est les villages ou les villes à proximité. Il y a quelques artisans qui savent le faire. Quand ils vont les voir venir et faire le boulot, peut-être que là, ils vont se bouger, ils vont les former. Mais franchement, personnellement, dernière étape, là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était je dirais, le seul rayon lumineux dans le paysage. C'est que c'est vraiment ceux qui ont une démarche vers l'écologie qui sont les plus intéressés et les plus à même de faire d'apprendre petit à petit, quoi, hein, sans problème. C'est ça. Voilà. Il est temps de vous poser une question. Bonjour. Allez-y, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, Sébastien Labruyère, je suis collègue, je suis connecté avec Éléonore Baron dans les Vosges. Pas de problème. Ce que vous disiez à l'instant sur sur les possibilités des collectivités d'encadrer tout ça et de proposer des systèmes de formation, ça fait un peu écho parce qu'on a on en a une en particulier d'opération façade en cours. Et est-ce que vous avez des exemples? On se posait un petit peu la question, on s'échangeait des regards, on se demandait si c'était possible au niveau juridique, quoi, même d'encadrer ça et que la collectivité, quels moyens elle peut se donner pour encadrer ça et s'en faire un vrai outil, quoi, d'avoir un filtre comme ça, ça revient à donner des listes d'artisans qui seraient habilités, quoi. D'accord, j'ai que la moitié de la réponse. Je vais vous donner la moitié que j'ai, comme ça, vous verrez. Sur Montpellier, on avait le même problème. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui ne faisaient pas du bon boulot et on avait quelques-uns qui faisaient un travail, pas trop mauvais, disons, parfois bon, mais c'était un peu variable. Bon. Et on ne pouvait pas légalement, effectivement, dire celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. On n'a pas le droit. Par contre, ce qu'on a pu faire, on a contourné d'abord, je suis parti d'une évidence. Un artisan, je ne considère pas qu'il est bon ou pas bon, globalement, par rapport à du patrimoine. Il sait maîtriser certaines techniques et pas d'autres. C'est progressif, il peut découvrir, il peut être bon dans une technique, il en découvre une autre, et puis demain, il sera bon dans celle-là aussi. Il peut aussi savoir faire des choses qu'il ne veut plus faire. Enfin bon. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire qu'un artisan, il sait maîtriser telle technique et telle technique, parce qu'on l'a constaté sur un chantier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que au bout de chaque... Moi, je ne faisais pas le conseil sur Montpellier, hein, j'avais fait l'étude avant. Et la mairie donc faisait en interne tout le conseil. Il m'avait dit qu'il faisait à peu près 200 façades par an. Et à la fin de chaque année, pendant 4-5 ans, ils m'ont demandé d'aller voir 50 façades qu'eux avaient choisies. Un peu toutes les entreprises, hein, volontairement, pas forcément les 50 qui trouvaient les meilleures, pour que tout le monde soit passé un peu par le crible. Et après, moi, j'allais sur place, je regardais ce qui avait été fait, je
prenais en photo des détails, des zooms de ce qui n'allait pas souvent, parce que ce qui va, bon, ben, ça va, c'est tant mieux. Et je disais pourquoi ça va bien ou pas. Et après, on faisait une commission avec les bâtiments de France, y compris, et on regardait façade par façade. Et quand on en arrivait à la conclusion que tel artisan, il avait maîtrisé un badigeon, à la fin de l'année, la première année, ils ont sorti un premier fascicule. On a mis des colonnes, on a mis des photos chaque fois, l'adresse. On a mis des colonnes à la fin en récapitulatif. Il y avait des entreprises sur les lignes. Il y avait des colonnes par technique. Et on mettait une croix dans la technique dont on avait constaté que cette entreprise la maîtrisait parce que tel chantier, etc. À la limite, on aurait même pu mettre peut-être à la page du bouquin. À la fin, ça faisait carrément un bouquin au bout de 4-5 ans. Donc, on aurait pu mettre, aller voir la photo X ou mettre une liste d'adresses, pourquoi pas. Toujours est-il que c'est comme ça qu'on a contourné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. On peut dire celui-là il maîtrise telle technique. Et puis l'autre on n'en parle pas, donc par définition, ça suppose qu'on n'a pas constaté encore qu'il maîtrisait la technique en question. C'est la même technique. En fait, j'aurais proposé ça parce que quand j'ai fait ce site internet, là, le savoir-faire éco-patrimoine, j'étais parti de le même constat. C'est la CAPEB qui m'avait demandé de faire une étude pour comment valoriser les artisans qui font du travail sur le bâti ancien. Et donc, j'étais parti sur la question des labels, tout ça, bon, qui était dans l'air. Et j'avais fait un petit peu un interrogatoire d'une dizaine de personnes que je connaissais, qui étaient que sur le patrimoine, autant des archis que des personnes qui géraient de l'ANA aussi, etc., peu importe. Et à l'arrivée, conclusion, il n'y a quasiment aucun label qui soit fiable. Il y a celui qui est le plus connu, comment il s'appelle, Calibat, je crois, qui est un indice, c'est-à-dire on se dit, s'ils l'ont, c'est que peut-être ils ne sont pas trop mauvais, mais de toute façon, je vais quand même vérifier en appelant quelques clients pour vérifier. Donc même les labels les plus reconnus sont que des indices. Et donc ça m'a mené petit à petit à la conclusion que j'aurais proposé de faire un site où on mettrait, comme je l'ai fait moi après, où on mettrait les artisans en disant pas ils sont bons globalement, ils ne sont pas étiquetés comme ils souhaitaient le faire, artisan du patrimoine, mettons, mais il sait faire ça. Et quand il saura faire autre chose, on montrera des photos de ce qu'il a fait et on dira il sait faire aussi cette autre technique, quoi. Donc je leur ai proposé de valider par technique, par artisan et par technique, et non pas globalement. Donc la première année, ils l'ont fait, je l'ai fait pour eux. Ils ont même eu des subventions de l'Europe pour ça. La deuxième année, j'ai renouvelé le site internet moi-même. La troisième année, j'aurais avais passé tous les codes pour le faire eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Et la 4e ou 5e année, le site a été perdu. Donc après, j'ai essayé de le relancer avec une autre CAPEB. Ça avait commencé avec celle de l'Aude, ça avait continué avec celle de la Lozère, ça a failli continuer avec celle de l'Hérault, puis ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que j'ai repris l'idée, si vous voulez. J'ai refait faire un site à un autre développeur et j'ai remis moi-même des artisans que je connaissais ou des gens par des intermédiaires que je connaissais. C'est là où j'ai fait ce site savoir-faire éco-patrimoine. Tout ça pour dire qu'on tourne en rond sur ces questions de savoir-faire, toujours. On ne peut pas, à l'arrivée, avoir du bon boulot avec des mauvais ouvriers, quoi. C'est pas possible. Donc, à l'arrivée, quand on a un peu les manettes avec les bâtiments de France sur des sites protégés où on peut dire là, on ne veut pas n'importe quoi, il faut qu'on se donne les moyens soit c'est une simple menace en disant tout le monde peut venir, et sachez qu'à la fin de la première année ou de votre premier chantier, on fera le point, et que si votre boulot n'est pas au niveau, vous irez vous former avant de revenir. À la limite, vous les laissez rentrer, vous leur annoncez la couleur, vous leur dites les techniques que vous allez appliquer, d'abord ça sera telle liste de techniques, deuxièmement, soit vous savez les faire, tant mieux, soit vous ne savez pas les faire, vous allez vous former, il n'y a aucun problème, c'est normal. Et après, de toute façon, chantier par chantier, on fera le point, et si vous n'avez pas maîtrisé, vous ne pourrez pas refaire un devis derrière sans avoir fait la formation qui est nécessaire, et y compris éventuellement le tutorat.